à tous et bienvenue dans votre émission Le Pont des Arts, une émission consacrée aux œuvres d'art comme la peinture et la sculpture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Igor Bittmann, peintre et photographe. Avec nous également Aude de Queiroz, critique d'art. Elle est aussi essayiste et graveur. Ensemble, nous allons parler de la création picturale d'Igor Bittmann. Je rappelle que cet artiste peintre expose en ce moment à la galerie Francis Parlier à Paris. Son exposition se déroule du 13 au 24 octobre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être venus jusqu'à nous. Alors, je me tourne d'abord vers Igor Bittmann. Votre exposition de peinture a pour thème le fil d'Ariane. Pourquoi ce choix? Il faut peut-être préciser que ce choix de titre d'exposition est venu quand l'exposition était pratiquement déjà accrochée. Elle n'était pas conçue d'emblée comme quelque chose qui devait illustrer ce titre, parce que il y a cette exposition des tableaux de différentes périodes. Il y a un tableau même assez ancien qui date des années 90. Et dernier tableau, j'ai terminé juste avant l'accrochage de l'exposition. Voilà, c'est pour moi ce titre pourrait être même avec une point d'interrogation. Et c'est Aude qui a trouvé ce titre, et peut-être même elle parlera mieux que moi. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi dans ce travail? Oui, je suis l'œuvre de Igor Bittmann depuis une trentaine d'années. La première fois que j'ai vu ces tableaux, c'était donc il y a assez longtemps. Et effectivement, quand on aime une œuvre, on la suit, on regarde d'une exposition à l'autre. Et quand on se posait la question de donner un titre à cette exposition, j'ai pensé au fil d'Ariane tout simplement parce que d'abord, il y avait un tableau qui représentait Ariane, et qui est dans cette exposition, et que c'est un personnage très significatif qui est la femme amoureuse de Thésée qui va lui permettre de combattre le Minotaure, qui est un monstre qui est dans l'obscurité d'une caverne labyrinthique, et elle tiendra le fil, qui lui tiendra aussi, et qui lui permettra de ne pas se perdre. Mais aussi, ça veut dire que quand on affronte le Minotaure, le monstre, qui est pour un artiste, c'est cette vie intérieure qui est en nous, qu'on ne comprend pas et qu'il faut exprimer sans se perdre, en trouvant son chemin. Enfin, c'est un peu la caverne intérieure. Et quand on peint, on ne sait pas toujours ce que l'on peint, mais tout a du sens, tout est relié. Et le fil d'Ariane, c'est aussi l'idée que dans une œuvre d'un artiste inspiré, puisque c'est le cas d'Igor Bittmann, tous les artistes ne fonctionnent pas à l'inspiration. C'est une catégorie d'artistes particuliers. Les familles artistiques sont très diverses. Bien sûr. Et vous avez celles des peintres qui sont inspirés. Mais les peintres inspirés ne savent pas tout à fait ce que veut dire toutes ces images qui sont en eux et qu'ils expriment. Et parfois, il faut des années en regardant en arrière pour trouver un fil du sens. Et évidemment, dans cette exposition, il y a deux thèmes qui ont été rassemblés, qui est le thème de la femme. Et la femme, c'est un peu une image de l'âme, parce que les peintres inspirés sont des peintres de l'âme. Vous connaissez ça en Chine. Et l'image de la femme a toujours été, dans la littérature occidentale, une image de la femme. Et la deuxième série de tableaux qu'on trouve dans cette exposition, c'est les paysages. Et il y a un écho entre ces paysages, qui sont des images de l'âme également, et la femme. Voilà, c'était un peu comme ça qu'on a trouvé ce titre, un peu comme un fil d'Ariane, justement, pour faire le tour de l'exposition. Ouais. Et donc, vous étiez mis d'accord avec lui pour... Le titre est venu d'ailleurs assez spontanément. Ouais. Voilà. On n'a pas discuté des heures, c'est venu comme ça, voilà. Ouais. Je trouvais que c'est intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter vos nouvelles œuvres qui sont exposées à la galerie Francis Parlier? Qu'est-ce qui les caractérise alors?
Qu'est-ce qui les caractérise? C'est peut-être pas spécialement à moi de le dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des pastels à l'huile et les encaustiques. Techniquement, c'est un point important pour moi. Ouais. Et On va y revenir. Hein. voilà. Et dernièrement, effectivement, j'ai travaillé sur les grandes images de visages féminins que je tiens à souligner ça, qui ne sont pas des portraits, même s'il y a des protagonistes, et il y a effectivement, ces visages sont inspirés par les femmes qui existent. Mais je voudrais que ça soit presque, quelqu'un a appelé ça les icônes. C'est ça. Voilà, ou les madones. Voilà, différents aspects de la beauté, peut-être qu'ils représentent. Ça, c'était vraiment sur quoi j'ai travaillé ces dernières années. Mais le paysage, comme a bien dit Aude, il reste aussi très important pour moi. On peut y admirer combien d'œuvres? Il y a presque cinquantaine d'œuvres, dont 40 tableaux et une dizaine de photos. Vous les avez sélectionnés ensemble? Non. On les a, oui, la sélection n'était pas très difficile. C'est moi qui les ai, on va dire. Le directeur de la galerie a eu son mot à dire, mais en fait, ça ne posait pas de problème. Voilà, on a exposé les dernières choses et certaines prêtées par un collectionneur qui nous a gentiment prêté quelques tableaux aussi. Alors, même si le thème de l'exposition, le fil d'Ariane, a été trouvé, on va dire, au dernier moment et de façon spontanée, est-ce que parmi on va dire, la cinquantaine d'œuvres, on peut quand même tirer un fil d'Ariane pour les relier, par exemple? Moi, j'ai trouvé que oui. Voilà. Allez-y, oui. J'espère que voilà. oui, mais c'est pas moi de le dire. C'était pas fait exprès pour. On peut relier lesquels? Oh bien, de toute façon, il y a tous ces personnages féminins qui sont, comme je vous disais, des images de l'âme. Et vous avez d'autres personnages qui sont des personnages mythologiques. Vous avez Cassandre, vous avez également Europe, et vous avez Parsifal. Voilà. Donc vous avez toutes ces grandes figures. Ce sont des archétypes en réalité. Et si vous regardez cette peinture, ces femmes ont toujours l'œil qui est tourné vers l'intérieur. Elles sont méditatives. Ce sont des images de l'âme qui regardent l'âme. Et quand on les regarde, eh bien, on a envie de faire comme elles, de regarder à l'intérieur. Vous savez, c'est cette vie des images qui est si mystérieuse. Elles naissent à l'intérieur de l'œil. On les voit très précisément. Et après, comme artiste, il faut que ça passe par la main. Et c'est très mystérieux tout ce qui se passe. Et on reconnaît, quand on réussit une œuvre, on la reconnaît, comme on reconnaît un enfant. Et puis quand elle n'est pas réussie, on la laisse dans un coin parce qu'on ne la reconnaît pas. On ne reconnaît pas cette image intérieure. Voilà. Et là, ça passe par des visages. On peut dire aussi que parfois l'œuvre échappe. Voilà, on pense à une chose et parfois c'est pas pour le mieux. On ne sait pas où on va. Et on ne sait pas exactement où on va. Et à un moment donné, c'est la peinture elle-même qui commence à dicter ces conditions. Et voilà, et elle nous amène quelque part. Parfois à la fin, on est même un petit peu étonné. Mais parfois c'est une bonne chose, parfois il faut tout recommencer. Il y a un philosophe de l'art au début du XXe siècle qui disait que le statut de l'œuvre, de la peinture, quand elle était accomplie, quand elle était réussie, était du même ordre que le statut de l'être. C'est-à-dire que c'est un objet chargé d'être. Et c'est presque la relation qu'on a avec ces objets, avec ces tableaux, c'est une relation de personne à personne. Et c'est pas faux. Quand un tableau atteint je dirais, sa perfection, on a affaire à une personne qui est aussi différente
de celui qui l'a créé que comme quand on fait un enfant, cet enfant, il est différent de vous, même si c'est vous qui l'avez créé. Ça veut dire que... Il vous étonne. Voilà, ça veut dire que la personne qui contemple, on va dire, l'œuvre, a l'impression de pouvoir dialoguer avec l'œuvre. Il se passe quelque chose sans doute de ce genre, ce qui est très différent quand le tableau se trouve chez vous en permanence. C'est pas du tout comme le voir une fois ou deux fois dans un musée, n'est-ce pas? Il faut vivre avec. Et parfois ça réussit et ça devient même quelque chose indispensable. Et parfois la cohabitation peut être très difficile. Et voilà. Et parfois on se sépare d'un tableau. Et parfois il faut s'en séparer, oui. Mais c'était un peu ce qui animait les collectionneurs. Je dirais traditionnels, ceux d'avant si on peut dire, parce que c'était pas la spéculation sur l'œuvre, c'était ce choix d'un ami presque. Oui, de vivre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de collectionneurs étaient fidèles à l'artiste, qu'ils venaient voir souvent ses expositions, et quand ils reconnaissaient quelque chose, enfin, voilà, c'était des relations très différentes de celles qui existent aujourd'hui. En fait, le thème principal de vos œuvres, c'est la beauté. Vous cherchez, on va dire, saisir la beauté qui s'en va. Pour cette raison, vos peintures mettent en évidence la beauté de la forme féminine. Alors, la question qu'on peut vous poser, c'est que comment définissez-vous la beauté ? Oh mon Dieu. Ça, c'est évidemment très vaste question, oui. Je n'oserais pas la définir. Enfin, il y a des... Vous la représentez, donc forcément, vous avez votre vision de la beauté. J'ai quand même, si je peux oser dire cela, je pense que la beauté est préexistante, en quelque sorte. C'est-à-dire que, comme s'il y avait quelque part une formule de la beauté. Est-ce qu'elle est cosmique ou divine? Je n'en sais rien, évidemment. Mais il me semble que ce fait nous permet d'apprécier un masque africain, une statue grecque, une gravure japonaise, qui sont très très différents, l'esthétique est très différente, et donc forcément la beauté évolue et varie plutôt en fonction de la culture, de l'époque, la mode même, il y a des modes, mais il y a quelque chose dans le fond qui est, voilà, est-ce que c'est des proportions, est-ce que c'est certaines harmonies de couleurs, mais il y a quelque chose qu'on peut essayer de deviner. Et que pour moi ça passe par les images de femmes. Bon, là il y a rien de, j'ai rien inventé. On va dire que c'est un petit peu la tradition quand même, enfin un petit peu beaucoup la tradition dans la culture occidentale le corps humain. C'est la représentation de la beauté, le corps de la femme. En particulier le corps de la femme. Oui. De la femme et de l'homme qui sont une réduction du cosmos, c'est-à-dire que tout le cosmos se retrouve dans les proportions du corps humain. C'est ça un peu ce qui a inspiré l'architecture, ce qui a inspiré la gravure. Et il faut peut-être ajouter aussi que ça c'est Balthus qui a dit ça à un moment donné, que notre monde devient très très laid. Et c'est vrai si on pense au XVe siècle, ou enfin des époques plus éloignées où on n'était pas entouré par des images dans de telles quantités comme maintenant, des images fabriquées industriellement. Et voilà, un paysan de XVe siècle a vu peut-être une fois dans sa vie une belle fresque. C'était magnifique, j'imagine que c'était un émerveillement quand il voyait ça dans des grandes églises en ville, voilà. Et là, maintenant, on est entouré, saturé complètement d'images qui sont le plus souvent laides, n'est-ce pas? Donc, c'est essayer de retrouver quand même garder la beauté dans ce monde qu'on trouve évidemment dans le paysage,
dans les corps des hommes et des femmes. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. Ouais. Et du coup, quelle est votre façon de saisir la beauté qui s'en va? La beauté qui s'en va, oui, c'est un peu ça. En tant que peintre et photographe, c'est assez simple. C'est la photographie arrête un instant, juste un instant, et la peinture saisit, si on réussit quelque chose, un état de grâce, peut-être de la beauté, c'est-à-dire tout simplement peindre, surtout si par exemple il s'agit d'une image d'une femme, sa beauté est souvent fugace. Et là, la peinture permet de l'arrêter, l'éterniser. La photographie aussi. La photographie, mais la photographie, pas encore de la une même fois, façon. saisit seulement Une seconde de sa vie, qui est, c'est merveilleux de savoir, voilà, cet instant existait. Voilà. Et puis, là, tandis que la peinture donne, comment dire ça? Oui, disons, abolit le temps. Oui, abolit le temps. Et Voilà, c'est la différence extrême entre la photo et la peinture, c'est que l'une abolit le temps et l'autre non. Et l'autre le saisit dans son instant. Ouais. Elle ne l'abolit pas. Ouais. Ouais. Alors, Aude, comment avez-vous fait la connaissance d'Igor Bittmann? En rentrant dans une galerie qui était rue de Seine à l'époque, il y a une trentaine d'années. Donc, dans les années 80. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui vous a... J'ai aimé cette... Vous savez, il ne faut pas se poser de questions. On se sent... on aime pas. Non, c'est pas ça. On se sent en relation. Il y a ce lien qui se crée entre une peinture et vous. C'est très personnel. Hein. Tout le monde n'est pas ému. Vous pouvez avoir d'excellents peintres envers lesquels vous n'êtes pas ému. Et là, c'est une émotion quand même qui a eu lieu et qui s'est renouvelée à chaque exposition. Parce qu'évidemment, quand vous découvrez un trésor, eh ben vous continuez à vous y intéresser. Ça se passe dans le temps, tout ça. Et c'est une aventure assez passionnante de découvrir une œuvre et puis de la suivre une vie entière. Ouais. Donc, vous avez fait sa connaissance il y a une trentaine d'années. Hein, et vous le suivez, on va dire, au fil des ans, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que son style a beaucoup évolué? Alors, il y a le fil d'Ariane qui est toujours là, donc ça c'est cette espèce de continuité dans l'œuvre. Et vous savez, autrefois, l'œuvre d'un artiste, c'était toute l'œuvre. Hein, on parlait de l'œuvre. Et dans cette œuvre, vous aviez des moments différents, vous reconnaissiez très bien les époques, enfin, mais il y avait une sorte de tout. Hein. On n'est pas dans un esprit de casser les codes, de casser... de déconstruire, de faire du nouveau. C'est autre chose. La peinture, c'est peu à peu découvrir un monde et à chaque fois, on fait je pense qu'il y a un artiste, quand c'est un grand créateur, il fait toujours des découvertes nouvelles. Et donc, quand on revoit une deuxième, une troisième, une quatrième exposition, on voit la différence, mais elle est subtile. Ouais. C'est pas un choc, ça fait pas scandale. C'est comme nous changeons, comme les êtres changent. On change. Mais il y a quand même une constante, je pense, qui fait que Igor Bittmann reste et restera Igor Bittmann. Quelle est cette constante? Et surtout, disons qu'on reconnaît tout de suite un artiste. Enfin, un artiste qui a une œuvre, au sens où j'en ai parlé, on reconnaît tout de suite. C'est sa marque de fabrique. Voilà. Et on sait que on peut même dire ça a été peint dans les années... parce qu'il y a une relation au temps. Mais c'est une relation très différente de la relation normale. C'est-à-dire qu'elle est un peu comme un enfant devient un adolescent, devient un homme mûr, etc. Voilà. Une œuvre de peintre, c'est ça. Si je veux préciser, de mon côté, je ne pense
contrairement, il y a des artistes, et c'est pas du tout un jugement critique, qui pensent vraiment à l'œuvre, à son œuvre dans l'art, avec cette œuvre avec un grand O, globalement. Moi, je pense au tableau que je suis en train de faire, que je vais faire. Et puis, si tout ça, finalement, il y a un fil d'Ariane, et tout ça, ça constitue en fin de compte une œuvre, bon, Tant c'est mieux. tant Mais- mieux. Sinon, au moins, j'ai fait peut-être Oui. quelques beaux tableaux, et c'est déjà, si c'est le Oui. cas, c'est bien. Il faut bien dire une chose, c'est que le peintre ne prémédite pas, il ne peut pas. S'il crée vraiment, il ne peut pas décider de ce qu'il va faire totalement. C'est une aventure avec beaucoup de péripéties et on ne sait jamais ce qui va se passer. Jamais. Donc c'est vrai, l'artiste ne pense pas à l'œuvre, mais celui qui regarde, eh bien, il voit une œuvre. Si c'est le cas, bon, tant mieux. Alors, en fait, vos techniques préférées incluent l'huile traditionnelle, le pastel à l'huile et la peinture à l'encaustique à la cire d'abeille. Comment vous passez de l'une à l'autre technique? On va dire qu'effectivement, au début, j'ai travaillé à l'huile, que je n'abandonne pas, mais dernièrement, je travaille assez rarement à l'huile pure, si on peut dire comme ça. Ce que j'ai cherché depuis longtemps, une certaine matité. L'huile est une matière assez brillante, et dans ces recherches de matité de surface, je suis arrivé d'abord au pastel à l'huile, qui permet aussi un geste très différent parce qu'il n'y a pas de pinceau, c'est le craie qui est le pastel, mais pastel gras à l'huile qu'on peut poser sur la matière déjà, sur la surface déjà peinte à l'huile. Voilà. Et presque par hasard, j'ai découvert que les couleurs encaustiques, c'est-à-dire les couleurs fabriquées avec de la cire, pigment et la cire, existent toujours. Je connaissais que cette technique-là, très 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 ancienne, ancestrale, bien plus antérieure peut-être à toutes les autres techniques picturales, que ces couleurs, on peut les acheter tout simplement. Mais il fallait trouver nouvelle façon de les utiliser, parce que la façon de travailler les artistes dans l'Antiquité, il est assez peu connu. En tout cas, ils faisaient des petites choses sur bois, enfin ce qui est, en tout cas, on peut voir maintenant admiré dans les musées. Donc, il fallait trouver une nouvelle façon de travailler avec ces couleurs-là, qu'il faut chauffer. C'est assez contraignant. Comme technique. À l'époque, j'ai travaillé avec ma compagne, Anne-Sophie Cavalier, qui a beaucoup contribué à la nouvelle élaboration de cette technique. On devait pratiquement la réinventer. Et donc, elle a utilisé beaucoup comment dirais-je, des outils que les femmes connaissent très bien, pour justement faire fondre les couleurs dans les petits bains d'épilation. Vous voyez? Ouais, c'était voilà, petit à petit, comme ça, on a élaboré cette technique qui a une richesse que je trouve extrêmement, enfin, une richesse infinie de nuances et de possibilités de créer une matière très très riche. Mais justement, voilà. Alors, quand vous choisissez une technique, est-ce que c'est parce que vous voulez exprimer au travers de votre peinture une idée en particulier, c'est-à-dire que vous choisissez une technique en fonction des thèmes? Non, pas en fonction de thèmes, mais c'est très difficile de raconter comment ça se passe. Vous savez, vous voyez un visage et puis quelque chose vous suggère une ligne. Cette ligne-là, comment elle peut, ou une couleur, comment on peut mieux traduire ça sur toile? Est-ce que ça, je vois ça plus mat? Est-ce que je vois ça avec une texture très rugueuse, ou au contraire quelque chose de plus lisse? Est-ce que je vois les contrastes violents ou au contraire quelque chose de très effacé? Et voilà, donc c'est c'est pas tellement le sujet, mais plutôt une sensation de la,
comment dire ça? De l'incarnation dans la matière. Oui, hein. voilà, l'incarnation dans la matière. Ouais. C'est le passage de l'image qui est dans la tête à quelque chose qui a une Et texture. ça peut être un objet, une pomme, paysage, à plus forte raison, et surtout évidemment le corps ou le visage qui suggère, qui produit un effet à l'intérieur qu'on essaye de trouver les meilleurs moyens pour le mettre sur toile. Donc c'est l'œuvre que vous voulez représenter et qui vous dicte le choix d'une technique. En quelque sorte, si j'ai bien compris. C'est la main qui décide. C'est la main parfois qui trouve, parce qu'il peut y avoir des situations où vraiment c'est important pour moi, dans quelque sorte, cette matière, on commence à travailler, puis elle résiste. Et cette résistance, et je trouve que plus elle résiste, plus peut-être on peut arriver à quelque chose d'intéressant, plutôt que savoir d'avance exactement comment je fais ça. Mais du coup, vous avez plus de moyens d'expression que les peintres qui ne possèdent qu'une technique, la peinture à l'huile par exemple. Non, mais chacun trouve sa technique, et pour eux peut-être même seulement avec l'huile les mêmes combats se posent aussi. Mais même dans ces choix limités, on peut évidemment chercher et trouver beaucoup de variétés. En tant que peintre, hein, vous avez exposé dans plusieurs pays, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, même la Chine. Alors, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur vos expositions en Chine? En Chine, c'est mon expérience, et pour l'instant en tout cas, très très limitée. C'est grâce à Rémi Aron qui a organisé ce voyage l'année dernière, en 2019, pour un groupe de peintres français. Donc j'ai eu la chance d'être parmi cette dizaine de peintres. Nous avons été pendant quelques semaines dans un seul endroit. Donc ma connaissance de Chine est très très limitée, mais c'était un séjour extrêmement intéressant. C'était dans quelle ville? Suzhou. Suzhou. Voilà. Et donc on a eu une exposition collective. Là, je dois dire que j'ai été absolument surpris par l'organisation de cette exposition qui a été prévue, mais on devait exposer les œuvres faites sur place. Donc, on travaillait pratiquement jusqu'à dernier jour de notre voyage, notre séjour, et l'exposition a été montée en 24 heures. C'est une chose absolument inimaginable. C'est ce qu'on appelle la vitesse chinoise. Ah oui, là c'était quelque chose qu'on pouvait même pas, on n'en revenait pas, parce que ça s'est bien passé, non seulement il fallait préparer un lieu de cette exposition, il y avait des œuvres qui n'étaient pas montées sur châssis, donc il fallait faire des châssis, il fallait faire des cadres, il fallait imprimer les cartes postales et des grandes affiches dans la ville qui étaient donc j'ai eu le privilège d'être justement, l'image que j'ai faite a été choisie pour l'affiche de cette exposition. Et tout ça a été fait en 24 heures. En tout cas, rien n'est impossible en Chine. Ah non, rien. Visiblement, non. Alors, dernière question, donc elle est pour Aude. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pour apprécier les œuvres d'Igor Pittman? Il faut être disponible intérieurement. Il faut avoir du temps. C'est une peinture qui se contemple. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de texte explicatif, simplement on les regarde et on se laisse porter. Il y a une rencontre où elle n'est pas là. Au fond, la peinture, c'est ça. C'est un autre langage. Ça n'est pas le langage des mots, mais il va bien au-delà.